Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 6 mai 2024, déjà, il est midi en France et 19h au Japon et on est ensemble enfin pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de tout Green Hill Zone à l'exception de toutes les autres. Après 10 bons jours d'absence et il faut le dire, le petit élu de la prophétie bien à l'aise dans ma demeure, ayant engagé un grand et fastidieux combat contre le mythique Bronchiolitus le fiévreux, terrassé après une dizaine de jours d'incessants affrontements. Bravo à lui, les gens, bravo à lui, on peut l'applaudir. Et bravo à nous aussi, puisqu'aujourd'hui, et même 2 fois cette semaine, puisqu'on va se retrouver également ensemble samedi pour un autre numéro de l'émission incroyable, on va faire le tour ensemble de l'actualité pop culture de la semaine passée dans une émission très américaine et très politique cette semaine. Vous verrez, hasard de calendrier, avec toujours bien sûr si possible à l'œil les travailleurs et travailleuses de ces industries culturelles pour mieux en dégager les tendances et les dispositifs, le tout sur fond de bandes originales, d'animés et nouveau numéro de Soft Power, les gens, donc 53e de l'émission pour être plus précis, intitulé cette semaine « Il y a pire que le cinéma », vous savez, les hommes politiques, les conflits, les incendies de forêt, les famines, la peste, la douleur, les maladies, les virus, les hommes politiques. Oui, vous l'avez déjà dit, oui, je sais. C'est qu'ils sont 2 fois pires que tout le reste. Last Action Hero, évidemment, vous l'avez. Oui, puisque cette semaine, les gens, on se joindra aux nombreux messages et aux nombreuses actions de soutien de Toumaj Salehi, rappeur iranien condamné à mort la semaine dernière en Iran pour s'être opposé politiquement au pouvoir en place. Une condamnation qui prend place dans un plus large contexte de traque, entre autres de travailleurs et de travailleuses culturelles critiques du pouvoir. Et c'est précisément de ça dont on parlera aujourd'hui dans Soft Power. On ira jeter un œil également aux premières images de la nouvelle et dernière saison de la série Cobra Kai, cette désormais production Netflix qui aura joué pendant un peu plus de 6 ans l'héritage du film, culte pour certains, The Karate Kid, le moment de vérité de John Avildsen de 1984, un héritage que Cobra Kai aura porté jusqu'au bout en reprenant tous les personnages les uns après les autres, en reprenant les acteurs et actrices de l'époque, les références, les détails, mais aussi en reprenant tout le bagage politique, faisant de fait de Cobra Kai une œuvre peut-être un petit peu moins progressiste que la façon dont elle a parfois pu être présentée ces dernières années. On y reviendra. On parlera aussi très rapidement, c'est plus pour la blague qu'autre chose, de ce qui se passe du côté de la grande entreprise de divertissement sud-coréenne HYBE, dont le cours de l'action vient mystérieusement de chuter il y a 2 semaines, chamaniquement, devrais-je même dire. Vous verrez ça. On se penchera également sur la première bande-annonce de la saison 4 de The Boys, nouvelle saison mettant en scène les justiciers menés par Billy Butcher, plus prêts que jamais à en découdre avec les super-héros de la diégèse, tous plus salauds les uns que les autres, à commencer par l'effroyable et mégalomane Homelander, une série très attendue pour beaucoup, dont certains ont découvert qu'elle était aussi une satire politique sur le très très tard. On s'en est beaucoup moqué à cette époque-là, mais c'est peut-être pas si étonnant que ça, vous verrez. On reviendra aussi sur cet article du média The Wrap, revenant la semaine dernière sur la débâcle qui a été le tournage de Red One, prochaine super production pleine de pesetas pour le compte d'Amazon Prime, mettant en scène entre autres Dwayne Johnson aux côtés de Chris Evans, un tournage plus que compliqué. On parlera retard de 8 heures, incompétence à tous les étages, claque dans la tête et même uriné dans des bouteilles. Il y aura de quoi dire, a fortiori que le raid de Red One pourrait bien également cacher une autre histoire, on en reparle tout à l'heure. Mais après 10 jours sans Soft Power, les gens, je vous propose qu'on reprenne directement les bonnes habitudes de l'émission en démarrant celle-ci par la bande-annonce de la semaine. Alors peignez votre crinière, débarrassez-vous de votre haleine de hyène et installez les étriers à votre facochère. Ça y est, vous êtes désormais fin prêt à rencontrer celui qui voulait déjà être roi. Cette histoire commence loin, par-delà les montagnes et les ombres. Sur l'autre versant de la lumière. Un lion est né sans une goutte de noblesse dans les veines. Un lion qui allait changer notre vie pour toujours. Mufasa. La terre tremblera.
destin t'attend. Regarde, Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Et tout ça m'appartiendra ? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière ? Oh, et l'endroit qui est dans l'ombre aussi ? Notre royaume s'arrête à cette frontière, tu ne dois jamais y aller. Au-delà se trouve le domaine des reflets sans âme où les histoires perdent leurs essences sous le poids de l'or et du clinquant, où tout n'est plus réduit qu'à son ombre, répété sans fin dans une valse de produits éphémères. Et papa, tu parles des remakes de Disney là ? Complètement, Simba, complètement. Et je peux t'assurer que personne ne m'y surprendra. D'accord, mais quel est donc ce chèque sous ta patte, papa ? Ça m'appartiendra, ça aussi, un jour ? Tu ne dois jamais y aller, mon fils. Jamais. Et pourtant, les gens, malgré les interdictions, s'il y en a bien un qui y est allé, c'est bien Mufasa lui-même, comme en témoignent les premières images du film Mufasa, précisément dévoilé ce lundi au grand public après une première diffusion à huis clos au grand salon de la CinemaCon à Los Angeles le mois dernier. Mufasa, donc invraisemblable préquel au film Le Roi Lion de Jon Favreau, sorti en 2019, qui déjà à l'époque prenait le parti et le pari un peu étrange de dépoussiérer le dessin animé classique de 1994 avec une technique mélangeant simili, prise de vue réelle et animation 3D, film de Jon Favreau auquel on a pu reprocher à l'époque, et à juste titre par ailleurs, l'inintérêt total du projet, la direction artistique absolument dégueulasse et ses interminables allongements de séquences du dessin animé original, mais film dont on pouvait aussi difficilement passer à côté de l'incroyable succès commercial qu'il a été, amassant plus d'1,6 milliard de dollars au box-office mondial, faisant juste de lui le 9e plus gros succès en salle de tous les temps et la plus grosse franchise Disney après Avengers, Spider-Man, Avatar et Star Wars. Rien que ça, une manne financière royale qui avait valu à Sean Bailey, retenez bien ce nom, je vous en reparle juste après, qui avait valu à Sean Bailey, alors président de Walt Disney Pictures, de déclamer cette incroyable déclaration au New York Times l'année dernière, je le cite: le Roi Lion pourrait se transformer en une grande saga épique comme la franchise Star Wars. Et il y a beaucoup de marge de manœuvre si nous pouvons trouver les histoires. Ce qui est toujours, pour moi, même en 2024, la citation la plus Disney-core possible, en mode « Alors, la franchise d'abord, et on verra plus tard s'il y a des histoires à raconter. Au pire, on fait 100. L'important, c'est la franchise, les gens, on y est. » D'où l'annonce en septembre 2020 de la production d'une préquelle à ce Roi Lion nouvelle version, sobrement intitulée 2 ans plus tard Mufasa, avec Barry Jenkins à la réalisation en remplacement de Jon Favreau. Barry Jenkins, le réalisateur de l'oscarisé Moonlight, qui, lui, très clairement, s'est fait un séjour 5 étoiles de 2 semaines dans ce fameux endroit qui est dans l'ombre. Barry Jenkins, épaulé au scénario par Jeff Nathanson, qui avait déjà fait mine de travailler sur le précédent Roi Lion en 2019. Le tout produit, bien sûr, sans surprise par Walt Disney Pictures et Pastel Productions, pour un film qui nous racontera, comme son titre le suggère, le pourquoi du comment de l'ascension du jeune Mufasa au trône de la Terre des Lions. Mais qui s'est déjà posé cette question sérieusement? En tout cas, pour y répondre, comme pour le film de 2019, un sacré casting voix, Aaron Pierre pour incarner Mufasa, Kelvin Harrison Jr. pour Taka, Seth Rogen pour Pumbaa, Billy Eichner pour Timon, John Kani pour Rafiki, Donald Glover pour Simba, Beyoncé pour Nala. Mais Lex, attends. Simba, Nala, Timon, Pumbaa, t'avais pas dit que c'était un préquel? Absolument, cher auditeur ou chère auditrice attentif ou attentive, mais je vous avais prévenu, une grande saga épique comme la franchise Star Wars. Du coup, il faut imaginer l'histoire de Mufasa qui va être racontée par Rafiki à Kiara, la fille de Simba et de Nala, tandis que Timon et Pumbaa vont être là à côté à faire des petites blagues. Enfin, imaginez pas trop fort, c'est exactement le pitch du film. Et malgré tout, on devrait au moins y trouver musicalement notre compte, puisque c'est Lin-Manuel Miranda qui écrira pour le film. Moana, Encanto, Hamilton, c'est lui. Et il travaillera en collaboration avec Hans Zimmer, avec Pharrell Williams, avec Mark Mancina et avec Nicolas Britell, ce qui devrait donner, je l'espère, quelques notes de réjouissance à un projet qui, vous l'aurez compris, ne génère en moi que des gammes mineures harmoniques. Mais au-delà de la gigantesque superproduction à plus de 250 millions de dollars de budget qu'il est, si ce Mufasa est aussi important pour Disney
Disney, c'est qu'il pourrait bien marquer également la fin d'un autre cycle de la vie, celui de Sean Bailey. Sean Bailey, les gens, c'est ce grand cadre qui, pendant près de 15 ans, a supervisé la fameuse division live action de Disney, film en prise de vue réelle chez Walt Disney Studios. Et pour bien comprendre le pourquoi de cette fameuse division, il faut remonter en octobre 2010. Octobre 2010, les gens à New York, lors d'un événement privé baptisé Walt Disney Studio Holiday Showcase, Disney projette à différents studios, à la presse et à divers influenceurs les premières images de différents projets, dont celle du film Tron, l'héritage de Joseph Kosinski, un film qui se voulait être la suite de l'incroyable Tron de Steven Lisberger de 1982, tout en étant réalisé comme l'original à l'aide d'une technologie de pointe. Et ce Tron, l'héritage, il était précisément produit à l'époque par Sean Bailey, alors en poste à la présidence de Walt Disney Studio Motion Pictures Productions depuis une petite dizaine de mois. Et si je vous en parle, c'est qu'il était surtout tout à fait représentatif d'une nouvelle stratégie mise en place chez Disney à l'époque, dont Sean Bailey s'était fait le représentant et l'une des impulsions, à savoir s'éloigner des films originaux chez Disney pour mieux se concentrer sur la refonte en prise de vue réelle des classiques de la société, y compris et surtout de leurs dessins animés classiques. Bref, reprendre le passé pour préserver l'avenir. Et on peut penser ce qu'on veut de ces films, et j'en pense beaucoup de mal. Mais hormis quelques ratés ci et là, il est difficile de ne pas parler de success story financière. Alice au pays des merveilles, 1 milliard de dollars de revenus. Même chose pour Aladdin, quasi autant pour le livre de la jungle. La Belle et la Bête, c'est 1,2 milliard. Et le Roi Lion, donc 1,6. C'est absolument monstrueux. Et des films, il y en a eu sur cette simple idée décrite par Sean Bailey lui-même en 2017 au micro du média The Wrap. Je le cite, « Nous pensions que puisque Iron Man, Thor et Captain America étaient des super-héros Marvel, alors Alice, Cendrillon, Mowgli et Belle pourraient être nos super-héros et Cruella et Maléfique nos super-vilains. » Super idée. Et Sean Bailey n'avait d'ailleurs pas sorti du carton que les dessins animés classiques Disney. Les Muppets, rachetés en 2004, ont aussi eu le droit à leur exploitation au cinéma sous la direction de Bailey. Pirates des Caraïbes s'est prolongé, Le Magicien d'Oz est revenu d'entre les morts. Bref, il y en a eu pour tous les mauvais goûts possibles. Sauf que les gens, la suite, vous la connaissez. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission. En 2019, et notamment en soutien de la plateforme de streaming Disney+, l'entreprise a drastiquement augmenté la production d'œuvres en prise de vue réelle, donnant suite à leurs classiques d'antan, qui, pour bon nombre d'entre elles, ont commencé à s'éclater au box-office quand elles avaient la chance d'avoir une sortie en salle en pleine pandémie. Mulan rapporte moins de 70 millions de dollars pour un budget de 200 millions. Tout le monde a déjà oublié les catastrophiques Pinocchio de Robert Zemeckis et Peter Pan et Wendy de David Lowery. Et La Petite Sirène, qui devait sacraliser une forme de renaissance créative du studio post-Covid, a réalisé un peu moins de 600 millions de dollars de rentrée, ce qui, sans être catastrophique non plus, était loin des jours heureux du Roi Lion et des attentes des actionnaires qui misaient publiquement sur le milliard. Actionnaires qui ont alors mis d'autant plus la pression que les années post-Covid ont vu le retour de Bob Iger à la présidence de Disney, créant une incertitude quant à la stratégie long terme et à la direction de l'entreprise, que ces années post-Covid ont vu également les difficultés s'accumuler autour de la plateforme de streaming Disney+, faisant face notamment en 2023 à une stagnation de ses abonnés, voire une perte sur certains mois, pour des productions de plus en plus coûteuses et pour un retour critique que vous savez à minima mitigé. Je rappelle que La Purge, qui était la série Secret Invasion, c'était 212 millions de dollars, les gens. 212 millions de dollars, c'est à peine 4 millions de plus que ce que la France a récupéré pour la vente de matériel militaire à Israël sur la dernière décennie. La honte, les gens, et je parle pas de la série, et des années post-Covid qui ont aussi vu une large érosion des résultats des productions Disney, notamment Marvel au box-office. Bref, devant un coffre à jouets désormais quasi vide et des rendements décroissants, il n'a pas fallu très longtemps pour que Disney se mette à revoir son approche, sa stratégie, d'où les grandes campagnes lancées de rationalisation des coûts. Rappelle que Disney, l'année dernière, c'est pas moins de 7000 licenciements, les gens, 7000, que vos rêves deviennent réalité, comme disait l'autre. D'où aussi les nombreuses restructurations, fermetures de pôles, changements de stratégie, et d'où aussi le départ de Sean Bailey, remplacé par David Greenbaum à la présidence de Walt Disney Studios, qui devrait avec lui emporter une nouvelle stratégie pour les productions Disney, stratégie dont il est encore bien difficile de dire laquelle elle sera, surtout qu'après Mufasa, il faut se préparer à des projets déjà bien entamés de longue date, Blanche-Neige, Lilo et Stitch, Moana, Hercule par Guy Ritchie, un nouveau Cruella, les Aristochats, etc. Tout ça arrive, les gens, mais cela arrivera-t-il encore par la suite? Ça, c'est bien difficile de le dire pour le moment.
Bien sûr, on suivra ça dans l'émission. Mufasa sera-t-il un des derniers représentants de son genre? C'est possible, pas extrêmement probable, mais possible. Mais ce qui est sûr, les gens, c'est que le film arrivera bien en cette fin d'année. Et je ne peux pas finir cette news sans vous parler rapidement de la boîte de VFX derrière le film. Moving Picture Company, qui avait déjà travaillé sur le précédent. Moving Picture Company, qui avait juste fermé son studio de Vancouver en 2019, entraînant avec lui des dizaines de licenciements d'artistes VFX. Artistes VFX qui avaient profité de ce spot de licenciement pour raconter leurs conditions de travail, notamment sur les productions Disney. Tiens, rien d'extravagant par rapport à d'habitude. Des semaines sans aucun jour de congé, avec parfois plusieurs journées de 17 heures de taf d'affilée, les gens, 17 heures de taf. Et il fallait carrément justifier le fait que vous ne pouviez pas travailler le week-end. Fallait justifier une vie de famille, je ne sais quoi. Voilà la classique, vous la connaissez, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Puis sur a fortiori que puisque les exécutifs de Moving Picture Company ont rempilé pour ce Mufasa et qu'on a beau parler de changement de stratégie chez Disney, sur le fond du fond, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les modes de production. Bref, Mufasa, ce sera le 18 décembre 2024 dans les salles françaises et peut-être qu'après ça, on pourra enfin sortir de l'endroit qui est dans l'ombre, même si je suis pas très optimiste de ce côté-là. Emblématique de la révolution iranienne, le rappeur Toumaj Salehi, 33 ans, a été condamné le 24 avril 2024 à la peine de mort en Iran pour corruption sur terre, l'un des chefs d'accusation les plus graves dans le pays. On vous explique. Ce mardi, si vous vous promeniez sur le site du journal Le Monde, vous pouviez tomber sur cette tribune signée par nombre d'artistes, d'écrivains et de militants des droits humains, demandant tous et toutes au président de la République d'intervenir pour sauver Toumaj Salehi, condamné à mort la semaine dernière en Iran pour son soutien au mouvement Femmes, Vie, Liberté, mouvement dont on avait déjà parlé dans Soft Power, rappelez-vous, né après la mort de la jeune Mahsa Amini, étudiante iranienne d'origine kurde, 3 jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour port de vêtements inappropriés, puis tabassé à mort par cette même police qui n'avait réussi à trouver à l'époque que l'excuse officielle, problème cardiaque soudain, comme ça, à 22 ans. Bien sûr, c'est fréquent. En effet, une version tout de suite battue en prêche par des clichés dévoilant fracture osseuse, œdème cérébral et hémorragie, clichés obtenus après piratage informatique de l'hôpital où Mahsa Amini avait été retenu, qui avait accrédité et accrédite plus que jamais l'hypothèse du meurtre. Hypothèse qui a également été la conclusion en mars dernier du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et ce malgré une intense propagande iranienne et la production de tonnes de documents falsifiés pour tenter l'élaboration d'un contre-récit éclaté au sol. Bref, mort de Mahsa Amini qui avait déclenché tout un tas de manifestations, d'appels à des grèves générales, mais aussi de répressions spectaculairement violentes, causant la mort de centaines de personnes et l'arrestation de plusieurs dizaines de milliers, dans un contexte de virage fortement autoritaire du pays après l'accession au pouvoir en 2021 du très conservateur Ebrahim Raïssi et du parti de l'association du clergé militant. Mouvement Femmes, Vie, Liberté, symbole fort de la lutte pour les droits des femmes et la liberté, qui à l'époque et encore aujourd'hui avait suscité un fort soutien à l'international et des effets parfois très concrets, avec des sanctions menées aux États-Unis contre notamment 7 hauts dirigeants de diverses organisations de sécurité iraniennes, avec des sanctions au Canada, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en France. Ah bah non, pas en France. Non. Même si beaucoup ont critiqué, et en partie à raison, le caractère quand même très symbolique de ces sanctions, mais aussi avec des manifestations de soutien, avec la création d'une mission internationale afin d'enquêter sur les violations des droits humains, avec une forte documentation du mouvement révolutionnaire en cours, notamment par les artistes internationaux, et des effets parfois beaucoup moins concrets, comme lorsqu'il s'agissait de se couper les cheveux dans son appartement du 16e à Paris en pleine promotion de sa tournée, histoire de marquer son soutien à la cause. Dites-moi que je ne suis pas le seul à être encore traumatisé de la ref. On est ensemble, les gens, si vous vous en souvenez, on est ensemble. Mais des effets malheureusement aussi concrets en Iran, avec un important renforcement ces derniers mois de l'autoritarisme local, avec sa traque de militants, ses vastes campagnes de fermeture d'entreprises qui acceptaient des femmes ne portant pas le hijab, mettant au passage des dizaines de milliers d'Iraniens au chômage aussi. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'affaire Toumaj Salehi. Toumaj Salehi, les gens, c'est cet artiste iranien de hip-hop connu pour son engagement politique dans ses textes décrivant les problèmes sociétaux de l'Iran et critiquant largement les politiques gouvernementales locales. Petit extrait. میدون جنگ اثر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه میدون جنگ بیا که وقت ساختن تو دل دشمن بدون ترسه میدون جنگ دارا و ندار اثر قوم و تبار مثل فشنگ قطار میدون جنگ تیغه شمشیر عشق شهامت و زین کن و جنس سپر وفا
Bref, des critiques qui lui ont valu d'être régulièrement arrêté par les forces de sécurité iraniennes pour outrage à l'autorité suprême, pour propagande contre le régime, et qui lui avait valu notamment d'être arrêté en octobre 2022, précisément lors des manifestations pour Mahsa Amini, l'agence de presse iranienne Fars très proche du pouvoir, le définissant notamment comme l'un des leaders de ces émeutes. Décidément, ça devient très très vite des émeutes quand on n'est pas d'accord, c'est assez bien partagé à l'international. Bref, à l'époque, Toumaj Salehi avait été inculpé, je cite, pour activité de propagande contre le gouvernement, de coopération avec des gouvernements hostiles et de formation de groupes illégaux dans l'intention de créer de l'insécurité dans le pays, quoi que ça veuille dire. Un bon charabia qui va aller jusqu'à être mis en scène avec de fausses vidéos de Toumaj Salehi s'excusant pour ses actions avec des acteurs nullissimes tout droit sortis d'une série japonaise pour la chaîne TBS, alors que dans la réalité du monde réel, pendant ce temps-là, Toumaj Salehi se faisait torturer en prison. En novembre 2023, coup de théâtre, le rappeur est libéré sous caution suite à une décision de la Cour suprême. Il en profite pour décrire en détail dans une vidéo cette fameuse torture dont il a fait l'objet pendant plus d'un an, pendant plus d'un an. Des injections d'adrénaline inopinées aux cellules constamment éclairées, en passant par les tabassages réguliers. Sauf que, à peine sorti et seulement 11 jours après le paiement de sa caution, Toumaj Salehi est de nouveau arrêté et emprisonné pour fake news cette fois-ci, pour avoir répandu notamment de fausses rumeurs. Et c'est donc la semaine dernière qu'il a été condamné à mort par le tribunal de la Révolution de la République islamique d'Ispahan pour l'accusation de guerre contre Dieu et de corruption sur terre, l'une des accusations les plus graves du pays. Et en réponse à cette condamnation à mort, un important mouvement de soutien s'est développé sur les réseaux sociaux, bien sûr par le biais du hashtag #SaveToumaj, mais aussi par des regroupements et des manifestations physiques en Iran, où notamment des cohortes d'automobilistes roulaient avec le son des titres de Toumaj Salehi à fond, et où des affiches ont été placardées en soutien aux rappeurs dans différents endroits de Téhéran. Sacré courage, les gens, sacré courage. Mais à l'international également, à Paris par exemple, avec une manifestation dimanche dernier clamant la nécessité d'annuler la condamnation, avec des interventions aussi des défenseurs des droits de l'homme, ou par un communiqué d'experts des Nations Unies exigeant la libération immédiate de Toumaj Salehi. Je les cite: la critique de la politique gouvernementale, y compris à travers l'expression artistique, est protégée par le droit de la liberté d'expression et le droit de participer à la vie culturelle. Elle ne devrait pas être criminalisée. L'art doit pouvoir critiquer, provoquer et dépasser les frontières de toute société. Waouh, ce qu'ils leur mettent quand même, grosse pression internationale, ils s'entendraient bien que la France du coup. Et si je dis ça avec un petit peu d'amertume, les gens, c'est qu'il est d'autant plus urgent, comme en témoigne la tribune de ce mardi dans Le Monde, d'augmenter la pression faite sur les dirigeants pour pousser à leur tour aux pressions diplomatiques, que Toumaj Salehi n'est malgré tout qu'une des nouvelles illustrations de cette traque des opposants ou des présupposés opposants politiques en Iran, mais aussi plus précisément d'une traque dans la traque des travailleurs et des travailleuses culturelles, de façon à les silencier le plus littéralement possible, mais surtout de façon à silencier, à faire taire toute voix de protestation ou toute voix d'opposition de toutes celles et ceux qui, d'aventure à l'avenir, auraient été tentés de prendre le risque de lutter, comme le souligne dans ces termes précisément l'organisation non gouvernementale de défense des droits humains kurde Hengo. Nick Yousefi, Mahmoud Mirzaeh, Mojgan Inanlou, Karamola Soleimi, Saïd Elchi, Bakhtash Abin, malheureusement décédé en détention, Athéna Fargadani, Saman Yassine, qui a déjà tenté de mettre fin à ses jours en prison, ne supportant plus les incessantes tortures. Au total, c'est plus d'une centaine d'artistes qui ont été emprisonnés, torturés, qui sont encore torturés depuis les manifestations de 2022, dans un contexte plus général où, selon l'ONG Amnesty International, c'est pas moins de 853 Iraniens et Iraniennes qui ont été exécutés en 2023, où des centaines de procès sont organisés publiquement pour montrer l'exemple, et où aussi en parallèle tout un contre-mouvement culturel d'artistes qui, elles et eux, sont soutenus par le pouvoir en place, s'est renforcé ces dernières années. Comme le souligne l'artiste Goa, je le cite: la République islamique a essayé diverses méthodes pour se débarrasser du rap, mais elle n'a pas réussi, alors elle a fini par l'utiliser pour diffuser son idéologie et tenter d'influencer les jeunes, avec des artistes comme Soraj MJ qui pose carrément en photo et serre la main aux ultra-conservateurs locaux, ou comme Amir Tatalou qui, lui, pour le coup, s'est pris un sacré retour de karma récemment. Il avait composé un beau titre intitulé Énergie nucléaire afin de soutenir la politique d'enrichissement du nucléaire iranien, et il avait notamment apporté son soutien à Ebrahim Raisi pendant la campagne de 2017, sauf qu'après s'être exilé en Turquie en se disant quand même que c'était pas bien ouf ce qui se passait depuis 1 ou 2 ans, il s'est fait rapatrier de force en Iran et envoyé en prison à son tour.
il y est toujours dans l'attente de son procès. Bref, le chemin est long et infiniment complexe, vous vous en doutez. En attendant, les gens, je vous invite à suivre le hashtag #SaveTooMaj sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant, notamment des manifestations de soutien qui ont lieu un petit peu partout. Il y en avait encore une avant-hier, place Pierre Bouchard à Caen. Et quoi de mieux pour finir cette actualité que quelques paroles d'une chanson de Toomaj Salehi, Sourakmouch, son premier grand morceau viral. Je le cite: « Si tu as vu la douleur du peuple et que tu as fermé les yeux, si tu as vu l'injustice faite à l'opprimé et que tu es passé à côté, si tu t'es repenti par peur ou pour ton propre intérêt, tu es complice de l'oppresseur, tu es aussi un criminel. » Des paroles qui trouvent, il me semble, un sacré écho dans toutes les situations possibles désormais. Toute l'industrie de la K-pop a été secouée avec la dernière nouvelle concernant le géant HYBE. Il a été rapporté que la société de Bang Si-hyuk avait déclenché un audit interne visant la sous-société de New Jeans, Adore. Le 22 avril, HYBE a demandé une réunion des actionnaires. Apparemment, la société aurait trouvé des preuves que Mini Jean tentait de racheter Adore afin de pouvoir quitter. Les gens, je vous propose de souffler un peu avec cette micro-news qui n'en est pas vraiment une. Je vous la mets juste pour l'improbabilité de la situation, il n'y a rien de spécial à en dire. Mais tout commence avec une question. Qu'est-ce qui se passe du côté de la grande société de divertissement sud-coréenne HYBE ces derniers jours? Ça, c'est la question qu'ont dû se poser la semaine dernière de nombreuses analystes de l'industrie musicale sud-coréenne, alors que le cours de l'action a chuté de près de 15% suite à un conflit entre HYBE et Min Hee-jin, la PDG d'Adore, un des labels de HYBE. Le 22 avril dernier, HYBE a annoncé publiquement le lancement d'un audit de la PDG d'Adore et de plusieurs autres dirigeants du label, dans l'objectif, comprend-on, en filigrane, de se séparer à terme du label, mais surtout, avant tout, de se séparer de Min Hee-jin. Min Hee-jin qui, selon toute vraisemblance de son keikaku secret, ça veut dire plan en français, cherchait depuis quelques semaines déjà à doubler HYBE et de rendre Adore indépendant. Pas hyper ravi de ce traquenard en préparation, HYBE a convoqué tout ce beau monde pour une jolie assemblée d'actionnaires le 22 avril donc, rassemblement auquel Min Hee-jin a refusé d'aller, amenant HYBE à déposer plainte auprès des tribunaux pour forcer la tenue de cette assemblée d'actionnaires, ce à quoi Min Hee-jin, qui depuis a eu le bon ton de s'entourer d'avocats, a répondu que ce forcing était illégal et en a profité pour jeter un nouveau pavé dans la mare. En fait, le fond du problème depuis le début, ce n'est pas cette fausse histoire d'indépendance, alors qu'a priori aussi, pas d'indépendance, non, le fond de l'histoire, c'est une rancœur profonde liée au fait que le groupe Elite, lancé fin mars chez Belift Lab, un groupe de K-pop, Belift Lab, un autre label de HYBE, aurait volontairement pompé absolument tous les aspects, coiffure, danse, maquillage, style, esthétique, absolument tout du groupe New Jeans, égérie d'Adore. Ça va? Vous me suivez? C'est pas fini, parce que là, c'est là que ça va commencer à être n'importe quoi. Le 24 avril, HYBE rend public les résultats de son fameux audit, affirmant que celui-ci confirme l'existence d'un grand plan secret. Encore une fois, ça en fait du keikaku en barre, un grand plan de prise de contrôle caché de la gestion d'Adore par Min Hee-jin, aujourd'hui détenu à 80% par HYBE. HYBE concluant que l'entreprise portera plainte pour abus de confiance. D'accord, et lorsqu'on décortique l'audit, les gens, on apprend que Min Hee-jin aurait employé une chamane pour discuter des questions internes à l'entreprise, mais aussi notamment pour la gestion des groupes de K-pop, et notamment quant à la question de l'enrôlement des membres du groupe BTS dans l'armée. Puisque le chamanisme coréen, je le rappelle, qui est une forme de croyance animiste, est encore présent, même s'il décline ces dernières années en péninsule sud-coréenne. Bref, le 25 avril, Min Hee-jin donne une conférence de presse en larmes. Elle souligne que tout ceci est faux, que tout ceci n'a aucun sens, qu'elle n'a jamais fait appel à une chamane. Enfin, si, mais c'est pas vraiment une chamane professionnelle. C'était plus une amie qui fait du chamanisme rémunéré pour la conseiller, mais pas une chamane professionnelle. Bien évidemment, HYBE en a remis une couche le 26 pour souligner que l'audit était clair, que bon nombre de questions de gestion avaient été très concrètement prises sur la base des propositions de la chamane. Aucune idée de tout ceci, si tout ceci est vrai ou non, on le saura peut-être un jour, mais c'est pas fini les gens, puisqu'il y a quelques jours, ce sont des internautes qui se sont mis à déterrer d'anciennes histoires autour d'un lien entre HYBE et Danworld, une secte où l'on enseigne principalement un système d'exercice physique coréen appelé Brain Education.
Je vous laisse imaginer le taux de controverses liées à des histoires de manipulation, de lavage de cerveau, comme son nom le laisse suggérer. Et là, ça dérape à vitesse grand V. Selon bon nombre d'internautes enquêteurs du dimanche, des membres du groupe BTS auraient fréquenté la Global Cyber University fondée par Lee Sung-hoon, le fondateur de la secte. Le groupe G-Friend, un ancien groupe de HYBE, aurait une chanson intitulée Mago, qui est aussi le nom de la déesse de l'univers du culte d'Unworld, et la chanson magnétique d'Elite, le fameux groupe qui plagie je sais pas quoi. Le groupe incriminé par Min Hee-jin partagerait son nom avec un des fameux exercices de yoga, tai chi, arts martiaux, lavage de cerveau dispensés par le Danward. Mais qu'est-ce que c'est que ce pastis, les gens ? On n'en saura pas plus pour le moment, a fortiori que jeudi dernier, HYBE a pris la parole pour nier ses liens avec la secte, 2 jours après que la secte, elle aussi, a pris ses dispositions pour nier ses liens avec HYBE. Et les internautes ne se sont pas arrêtés là, puisque ont aussi émergé des histoires d'allégations de manipulation, de classement, des classements musicaux. Ce pourquoi HYBE a aussi communiqué récemment pour indiquer que tout ceci ne visait qu'à ternir sa réputation et à nuire à ses propriétés intellectuelles, et qu'au fond, tout n'était que coup monté par Min Hee-jin. Écoutez, j'en sais rien, une histoire improbable qui rappelle à quel point ces grandes sociétés de la culture sont des entités opaques dont habituellement rien ne sort en dehors de ce genre d'affaires qui peuvent confiner à l'absurde. Une opacité assez caractéristique qui entraîne avec elle une inégalité de l'accès à l'information, qui participe d'une certaine forme de concentration du pouvoir, qui fait obstacle aussi à la critique sociale, qui noie les responsabilités, entre autres, même si tout le monde est à peu près d'accord pour dire que tout ça ne devrait pas tant peser que ça au final sur HYBE, a fortiori que la baisse tendancielle des actions, même si elle peut s'intensifier un peu dans les prochaines semaines, est encore elle-même une tendance sectorielle nettement observable depuis le début de l'année pour de nombreuses industries culturelles en Corée du Sud. Bref, news un peu étrange, il faut le dire, où au fond on ne sait un peu rien, perdu que nous sommes dans des guerres communicationnelles qui sont censées faire foi. C'est rigolo, mais c'est pas très intéressant sur le fond, et il faudra dans tous les cas attendre quelques semaines encore avant de savoir qui, au bout du bout, sera consacré le nouveau Shaman King. Les gens, il est 19h47 au Japon, il est 12h47 en France, vous devez être en train de manger, vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, normalement du vendredi 10h midi, sauf quand elle se tient un autre jour. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine, on s'écoute un très court extrait d'une bande originale d'animé cette semaine, très court. Vous n'aurez pas le temps. Et on se retrouve juste après pour parler des premières images de la dernière saison de Cobra Kai, suite spirituelle, physique, mais aussi suite politique jusqu'au bout des poings du film The Karate Kid de 1984. On sera là aussi pour les premières images également de la 4e saison de la série événement d'Amazon Prime The Boys. De retour pour toujours plus de moments craspec, de super-héros ultra-violents et de satire politique à tous les étages. Et c'est peut-être tous les étages qui posent problème, on en reparlera. Et on s'intéressera aussi au tournage plus que compliqué du film Red One, toujours pour le compte d'Amazon. C'est normal, on est sur Twitch, on parle du patron, c'est génial. Red One qui a pas mal d'histoires à nous raconter en même temps, bien plus intéressantes que celles qui s'annoncent pour le film lui-même. Mais avant qu'on parle de tout ça, les gens, je vous propose de partir sur le titre de la semaine de Soft Power et on se retrouve juste après. Bonne écoute. Les gens, vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, normalement du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Comme toujours, merci de laisser des évaluations, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles pour soutenir l'émission.
Si vous voulez soutenir par ailleurs celle-ci, vous pouvez aussi la soutenir financièrement. Vous pouvez me soutenir directement par ma page Patreon dont le lien est en description ou dans le chat. Si vous suivez l'émission en direct, vous pouvez également vous abonner à la chaîne Twitch, soit directement, soit en utilisant le sub inclus mensuellement dans votre abonnement Amazon Prime. Si vous arrivez à le trouver, bon courage, il a bougé, c'est l'enfer pour trouver maintenant le Prime. Tous les liens du YouTube, des plateformes de podcast, du Discord de l'émission où on est désormais 400 000, je crois, à 1 ou 2 mois de près. Ça a pu changer depuis la dernière fois que j'y ai jeté un œil. Tous les liens sont évidemment en description. Vous venez d'entendre Starting the Project Big Band version, extrait de la bande originale de l'animé Hibike Euphonium, basé sur la série de romans d'Ayano Takeda, adaptation animée réalisée par Tatsuya Ishihara et production Kyoto Animation. Un animé qui nous raconte l'histoire de Kumiko Mae, fraîchement inscrite au lycée Kitaoji, qui se retrouve embarquée dans le club de musique du coin par ses nouvelles amies, avec qui elle va viser les concours nationaux où elle jouera de l'euphonium, d'où cette bande originale très big band, travaillée par Akito Matsuda, dont je vous invite à découvrir le travail cette semaine dans Soft Power. Akito Matsuda qui a planché sur des millions de bandes originales d'animés, Tenshi no Souri Peace, Norin, Gurasuli, vous aurez largement le choix, il y en a pour tous les goûts. Starting the Project Big Band version d'Akito Matsuda, c'était le titre de la semaine sur Soft Power. J'aime l'odeur du karaté en début d'après-midi. Sois sans pitié. Va falloir se bouger le cul. On va pas renoncer sans se battre. Cobra Kai est de retour. Pas oublier le sens sur équilibre, très important. Le son, pas seulement pour karaté, le son est pour toute la vie. Toute la vie, il faut équilibre et tout va mieux. C'est sur cette citation, les gens, du film Karate Kid de 1984, citation en version française un rien raciste et clairement très inculte de ce qu'est l'apprentissage des langues, que je vous propose d'aborder les premières images de la saison finale, enfin, de Cobra Kai. Vous le savez, cette série télévisée américaine créée par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Held à destination de YouTube Red dans un premier temps, puis de Netflix dans un second, où la série va absolument tout cartonner, puis être régulièrement renouvelée jusqu'à cette 6e et ultime saison. Le pitch, vous le connaissez également, c'est littéralement Karate Kid mais 34 ans plus tard, les mêmes acteurs et actrices, les mêmes personnages et bien souvent le même âge mental qu'à l'époque, dans une série où l'on va grosso modo suivre les pérégrinations de Johnny Lawrence et de Daniel LaRusso, de leurs connaissances et de leurs descendances respectives, et des amis de leurs connaissances et de leurs descendances respectives. Ça fait beaucoup de monde qui vont tous et toutes se mettre au karaté pour mieux se savater la tête, un épisode sur 2, même si en 5 saisons, personne ne s'est jamais dit à un moment donné sur le plateau que ce serait sympa d'organiser, pourquoi pas, un cours collectif de karaté à un moment donné pour les acteurs et actrices de la série, un séminaire de direction d'acteurs aussi, ou une formation au cadrage des scènes de combat. Mais pas besoin, j'imagine, parce que Johnny Lawrence, il est cool, il écoute du rock dans sa vieille Pontiac Firebird rouge de 1991 et il fait des blagues que même on peut plus rien les dire. Et je dis ça alors que j'aime plutôt bien Cobra Kai, mais le award de la meilleure série d'action au Critics' Choice Super Award obtenu l'année dernière, s'il vous plaît, quand même, un peu de décence. Ils avaient même osé y présenter Ralph Macchio au prix du meilleur acteur, alors que sérieusement, ses prestations depuis le début de la série se font largement mawashigeli par les mannequins de bois qu'il a en décoration dans son dojo en plastique. Et donc, nous voilà en 2024 pour les premières images de ce series finale de Cobra Kai, rassemblant une nouvelle et dernière fois Ralph Macchio, justement, William Zabka, Courtney Engeler, Rollo Maridueña, Tanner Buchanan, que je soupçonne d'avoir été généré par le prompt jeune personnage des films ricains des années 80, Mary Mauser, Jacob Bertrand, Peyton Royalist et bien sûr les impayables Martin Kove, Yuji Okumoto et Thomas Ian Griffiths, ayant tous trois incarné les très méchants antagonistes des 3 Karate Kid de John Avildsen. Et tout ce beau monde va se retrouver dans cette saison 6 pour le fameux Sekai Taikai, les championnats du monde de karaté, histoire de prouver par les points, et je parle pas de ceux de la compétition, qui au fond du fond avait finalement raison grâce à sa grosse raison. Et si je suis aussi cynique quand je vous parle de Cobra Kai, les gens, c'est tout simplement pour rendre hommage au cynisme qu'aura si bien porté la série pendant plus de 6 ans.
série qui, sous ses airs de production Netflix colorée et inoffensive, est passée au fil des années 10e dan dans le fait de faire semblant d'adopter un casting varié, alors que la majorité des rôles non blancs sont décernés à l'exclusion du personnage de Rollo Maridueña au 2e voire 3e couteau, a fortiori que, comme le précise Hans Nguyen dans son article de 2018 pour IndieWire, je le cite, l'optique raciale de Cobra Kai est d'autant plus problématique qu'elle est confrontée aux réalités démographiques de la vallée de San Fernando dans la vraie vie, où 50% de la population est hispanique. Bon, visiblement, lors du tournage, il devait avoir karaté ou un truc comme ça, parce qu'ils sont de toute évidence pas à l'écran. De faire semblant aussi de traiter des questions de masculinité toxique. Plusieurs personnages laissant des gros... Quand même, lorsque le personnage de Johnny Lawrence se fait ordurier et plus que sexiste, et ce alors que tout est fait en termes de dialogue, de mise en scène, de cadre, mais aussi de situation pour rendre précisément le personnage de Johnny Lawrence immensément cool, et il est cool, et je le trouve cool, voyez, ça marche. Rappelez-vous cette scène dans la première saison, pour celles et ceux qui l'ont vu, où le personnage incarné par Rollo Maridueña avait pris le risque de dire dans une situation donnée le mot pussy, il est quand même pas incroyable, c'est quand même un peu genré. Et il s'était fait humilier dans la foulée, de faire semblant aussi d'écrire des personnages féminins forts, alors que ceux-ci sont finalement jaugés en termes de désirabilité sexuelle et de love interest, même s'il faut reconnaître une légère amélioration ces dernières saisons avec le personnage de Tori Nichols, même si encore une fois c'est beaucoup sa rivalité avec Samantha LaRusso qui va l'animer, rivalité qui trouve son origin story dans une amourette, pas de surprise. Petit aparté intéressant, par ailleurs, les gens, dans son livre Reboot, Requel, Legacy Quel, Jurassic World and the Nostalgia Franchise, Kathleen Locke révèle que ces relances de franchises, ces reboots, ces remakes, appelez-les comme vous voulez, si ces reboots améliorent souvent les représentations des personnages dans leur diégèse, en panachant davantage acteurs et actrices blancs et non blancs, ils ont tendance à être nettement moins progressistes en ce qui concerne notamment les questions de genre, promouvant en moyenne toujours fortement les notions traditionnelles de famille, d'hétérosexualité et de reproduction biologique. Voilà, gardez-le à l'esprit, fin de l'aparté. Et on pourrait parler de l'orientalisme, du japonisme évident de Cobra Kai, mais là c'est littéralement tiré sur la Kyukusha, puisque c'était déjà très con dans le film original, même si là on n'a même plus l'ombrelle Miyagi pour s'en défendre, et que Daniel LaRusso il est là dans son garage à cultiver des bonsaïs dans un dojo en plastique et à faire des katas devant ses carpe koi et son jardin japonais 3 fois plus petit que celui de Louis-san. C'est quand même un petit peu cringe des gozaimasu, mais quand même les gens, précisément si Cobra Kai est devenu en quelques années cette série au succès qu'on lui connaît, mais aussi ce totem anti-woke souvent brandi par ceux qui d'habitude sont bien plus prompts à critiquer tout azimut la moindre production Netflix, c'est justement parce que ce Cobra Kai est aussi une quasi-transposition thématique du Karate Kid original que Catherine Discroll représentait dans son livre Teen Film Critical Introduction comme intrinsèquement américain, intensément politique, y compris dans sa présentation de la différence culturelle, puisqu'il faut se rappeler de ce qu'était le Karate Kid original, les gens, l'ascension d'un jeune garçon italo-américain vers la richesse et la gloire, résultat de sa persévérance, de sa confiance et au fond de son mérite, mais aussi son assimilation progressive à la vision californienne de l'américanité, autant par sa victoire sur ses adversaires que par l'acquisition de biens matériels, comme une bonne grosse voiture d'époque, merci monsieur Miyagi. N'oubliez pas que dans Cobra Kai, il est devenu concessionnaire automobile, c'est édifiant, une certaine vision du rêve américain et de la mobilité sociale qu'on retrouve telle quelle au démarrage de Cobra Kai et tout le long de la série par ailleurs. Daniel LaRusso ayant réussi sa vie là où Johnny Lawrence, perdant du combat final du premier film, mais aussi perdant des valeurs américaines, se retrouve à vivre dans un appartement miteux sans famille alors qu'il était un immense bourgeois dans le film original. Ascension sociale que l'on retrouve dans Cobra Kai à tout un tas d'étages, dont l'une des formes les plus spectaculaires pour moi au sens littéral est celle de la transformation du personnage d'Eli Moscovitz qui, en devenant plus agressif et plus fort grâce au karaté, va se mettre à gagner instantanément en popularité et en désirabilité sexuelle malgré sa coupe de cheveux plus que discutable. Vaut mieux pas en avoir à ce niveau, prenez exemple. Et c'est donc un petit peu tout ça, les gens, qu'on devrait retrouver pour cette 6e et dernière saison de Cobra Kai, cette classique vision normative de la société américaine, cette mise en valeur d'une certaine représentation des questions raciales, de genre, d'une certaine méritocratie aussi, sur fond de mode de production capitaliste, ce qui n'empêche pas de trouver la série sympa, par ailleurs, je le fais bien moi, mais il me semble qu'on a toujours à y gagner de capter la récurrence de certains motifs pour mieux comprendre d'où l'on nous parle réellement. Bref, les gens, Cobra Kai, dernière saison, ce sera en 3
partie sur Netflix. Première partie le 18 juillet 2024, deuxième partie le 28 novembre et grand final début 2025. Alors préparez-vous, puisque vous le savez, avec les faux semblants, les gens, et comme le dit si bien la série, strike first, strike hard, no mercy. The state of America right now? Well, that answer is no. Do I believe we're going to get better? I believe in that. I'm an optimistic guy, and I believe we can get better. The endorsement that I made years ago with Biden was one I thought was the best decision for me at that time. Am I going to do that again this year? That answer is no. I'm not going to do that because what I realized, what that caused back then was something that tears me up in my guts back then and now, which is division. So, a couple of questions. Les gens, je vous propose de mettre en route la playlist musique d'animé chelou pour news chelou. Ça faisait longtemps et c'est parti. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Red One? Red One, c'est cette énorme production, super production américaine, comédie, action, aventure, réalisée par Jake Kasdan, déjà derrière les 2 reboots, remake de Jumanji. Une comédie, action, aventure, donc avec rien de moins au casting que Dwayne Johnson, qui lui aussi était dans Jumanji, mais aussi Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, J.K. Simmons ou encore Mary-Elizabeth Ellis. Une production, vous l'aurez compris, sans doute vu l'invraisemblance du casting à destination d'une plateforme de streaming qui a beaucoup d'argent à dépenser. Cette fois, c'est Amazon qui s'y colle, et ce pour occuper les fêtes de Noël, puisque ce Red One, entièrement bâti dès l'origine pour lancer une nouvelle franchise, encore, nous racontera l'histoire d'un agent elfe, les gens, pour extrêmement large et formidable. Ça s'invente pas. Non, vraiment, je veux dire, ça s'invente pas. Le faites pas, en fait. C'est une très très mauvaise idée. Bref, un agent elfe extrêmement large et formidable qui va s'associer à un chasseur de primes de renom pour retrouver le Père Noël kidnappé quelques jours auparavant au pôle Nord. Retrouver le Père Noël et ainsi sauver Noël. Effectivement, on sent le potentiel d'une gigantesque franchise, c'est très très clair dans mon esprit. Et ce gros blockbuster de Noël pour Amazon arrivera, les gens, dès Noël 2023 pour remettre des étoiles dans les cœurs et des pesetas dans la cagnotte Amazon. Vous avez bien entendu, Noël 2023. On est en mai 2024, il n'y a pas Red One. Alors vous l'imaginez bien, Amazon s'est évidemment empressé de justifier le décalage de la fenêtre de sortie du film par les grandes grèves des scénaristes et des acteurs, actrices d'Hollywood qui ont émaillé l'année dernière, comme beaucoup d'autres œuvres par ailleurs, donc dont acte. Enfin, dont acte jusqu'à il y a 3 semaines, lorsque, lors de la grande CinemaCon de Las Vegas, dont on avait un petit peu parlé dans Soft Power, Amazon MGM avait pris la très étrange décision de présenter les premières images du film à un groupe très très réduit de journalistes triés sur le volet, en prenant bien garde à leur faire signer des clauses de confidentialité pour empêcher ceux-ci de décrire quoi que ce soit de ce qu'ils avaient vu, ce qui témoignait déjà à minima d'une certaine fébrilité, on va dire, dans la confiance dans le projet. Bref, tout était un petit peu flou jusqu'à ce mardi où une enquête menée par le média The Wrap, encore lui, est venue apporter un effet netteté tout à fait différent. Et c'est peu de le dire, puisque selon l'enquête, et après une douzaine de personnes interrogées après ayant travaillé sur le projet, ce qui ressort de toute cette expérience de tournage de Red One, c'est surtout la description d'une production absolument chaotique qui a entraîné avec elle une explosion du budget du film. En cause, pas mal de choses. L'inexpérience du producteur principal du film, Hiram Garcia, celle des responsables de la production et des longs métrages d'Amazon MGM, Julie Rapaport et Glenn Gaynor qui supervisent le projet, mais aussi l'attitude plus que what the fuck de la superstar du film, Dwayne Johnson, sur le tournage. Prenez une petite bouteille d'eau, les gens, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Enfin, non, donnez-moi plutôt votre bouteille pour que je puisse la faire passer à Dwayne Johnson, qui pourra uriner dedans pour gagner du temps sur le plateau directement, à charge pour son équipe de venir récupérer la bouteille sur le plateau et de s'en débarrasser par la suite. C'est pas une blague, c'est pas une métaphore. Bienvenue les gens sur le tournage de Red One, et ça c'est quand Dwayne Johnson y était sur ce plateau de tournage, puisque le bougre arrivait régulièrement avec 7 à 8 heures de retard, les gens, 7 à 8 heures de retard chaque jour. C'est sûr qu'il devait être beaucoup trop occupé par ses longues interviews anti-woke et pleines de panique morale chez Fox News, parce que est un petit peu fragile The Rock. Alors bien sûr, officiellement chez Amazon, tout ceci est faux. Dwayne Johnson est extraordinaire, il a des gros
gros pecs et franchement, il n'avait pas plus de 2 heures de retard chaque jour. Je vous assure que c'est la défense qui a été retenue. C'est ça. Et ce, dans un contexte compliqué pour Amazon, puisque sa branche de production Amazon Studios tente depuis des mois de concrétiser sa volonté d'être un acteur de premier plan dans la production, un acteur de premier plan de la production filmique et de stabiliser sa production en ce sens. Et le moins qu'on puisse dire, les gens, c'est que pour le moment, ça se passe pas extrêmement bien. Rappelez-vous là aussi les nombreuses controverses très médiatisées autour du film Roadhouse de Doug Liman, dont on avait déjà parlé dans l'émission. Bref, des retards plus que documenté pour Dwayne Johnson, non seulement pour le tournage de Red One, quand il n'avait pas 8 heures de retard, et il est dit aussi qu'il pouvait manquer des journées entières de production, faisant à lui seul gonfler le budget du film, tenez-vous prêts, gonfler le budget du film de 50 millions de dollars. La dinguerie, mais des retards aussi documentés sur la majorité des productions auxquelles il a participé et continue de participer dans et hors film par ailleurs. L'article rappelant aussi son retard de 3 heures pour son match principal à WrestleMania 40. Sur le tournage du film Rampage de 2018, 4 à 5 heures de retard par jour. La série Ballers, 3 à 4 heures. Retards qui sont aussi à l'origine de nombreuses embrouilles avec Vin Diesel sur les tournages des différents Fast and Furious. Et Red Notice pour Netflix, les gens, là aussi, énorme prod. 5 heures de retard qui avait carrément poussé The Rock à se faire encastrer la tête dans le 4e mur d'un studio par Ryan Reynolds à la fin d'une journée apparemment un petit peu longue pour ce dernier. Et accessoirement sur ce même tournage, Dwayne Johnson aurait utilisé également une partie du budget du film pour sa société de production personnelle en ajoutant des journées de tournage fictives. Il n'y a pas de petit profit, les gens. Bref, on sait. Tout le monde sait, tout le monde est au courant, même si c'est tout à fait fascinant de voir à quel point tous les studios de production et les différents producteurs essaient à côté de se mettre bien avec Dwayne Johnson. Les porte-paroles de Netflix rappellent son professionnalisme accompli. Les gens de chez Amazon MGM soulignent que c'est une bête de travail. D'accord, mais apparemment pas chez vous. Et tout ça, c'est d'autant plus complexe, les gens, que Hiram Garcia. Hiram Garcia, c'est le frère de l'ex-femme et partenaire commercial de Dwayne Johnson, Danny Garcia, frère qui a été en charge de préparer les repas et les cheat meal pancake melon de The Rock pendant des années avant d'être catapulté assistant créatif puis carrément président de production chez Seven Bucks en 2017. Seven Bucks, les gens, société de production cofondée par Dwayne Johnson et son ex-femme, le panier de crabe, derrière les sorties de Jumanji, de Rampage, de Jungle Cruise, de Shazam, aussi de Black Adam, mais même de Moana en prise de vue réelle chez Disney que je vous évoquais tout à l'heure. Hiram Garcia, donc catapulté à la présidence de production sans qu'il ait eu aucune expérience en ce sens. Pas de problème, nous dit Amazon. Le gars est comme ça, producteur talentueux, diligent, réactif. Il a des gros pecs lui aussi, on a compris. Beaucoup de problèmes, nous disent par contre les travailleurs et les travailleuses culturelles qui ont donné de la voix au micro de The Wrap. Le gars savait visiblement pas quoi faire d'une production de telle ampleur. Tout était délégué et prenait un retard immense en permanence, continuant d'alourdir la production et budget. Dites-vous par ailleurs qu'on est passé à ça, les gens, on est passé à ça, que Hiram Garcia gère l'entièreté de DC Films, Batman, Superman, etc. Puisque Dwayne Johnson et Danny Garcia avaient rencontré David Zaslav, le big boss de Warner Bros. Discovery en 2022 à ce sujet. Bon, il y a une justice, profitez-en, c'est pas souvent. Ça, c'est pas fait. On apprend aussi dans l'article que Dwayne Johnson aurait à minima mis la pression pour que la production passe chez Seven Bucks et donc aux mains d'Hiram Garcia et qu'Amazon n'aurait pas eu tant le choix que ça en interne d'accepter, histoire de démarrer dans des relations de travail bien saines, c'est stylé. Mais vous savez quoi les gens, c'est pas si grave puisqu'on apprend également que chez Amazon MGM, là aussi on était gravement inexpérimenté et incompétent, entraînant là aussi des problèmes de communication importants et des alourdissements de budget. Bref, ça se passe pas très bien du côté de Red One, et si le film est un cas d'école de superproduction pour le compte d'une plateforme de streaming, comme on peut en entendre beaucoup de similaires ces derniers mois, ce qui doit vous rappeler le souvenir d'anciens numéros de Software par ailleurs, il me semble aussi que le projet témoigne d'un shift en cours dans la carrière de Dwayne Johnson, qui après l'enchaînement de plusieurs échecs au box-office et d'une baisse de popularité, glisse doucement mais sûrement vers un autre domaine où il va pouvoir mettre en avant ses gros pecs et son sourire Colgate, la politique. Fin 2022, l'acteur avait révélé que plusieurs partis politiques l'avaient approché un an plus tôt pour savoir s'il comptait se présenter à la présidence des États-Unis, après qu'un sondage a révélé que 46% des Américains soutiendraient sa campagne. À l'époque, il avait un peu fait une partie de claquette pour esquiver la question tout en laissant soigneusement l'idée faire son chemin.
En 2016, déjà, il avait déclaré à GQ, je le cite, « Je ne peux pas nier que l'idée d'être gouverneur, l'idée d'être président est séduisante ». Un an plus tard, il avait déclaré à Variety que la campagne présidentielle de 2024 était pour lui une considération réaliste. Comprenez ce que vous voulez comprendre. Et sa sitcom, les gens, sa série Young Rock, démarrée en 2021, tourne précisément autour de sa candidature à la présidence des États-Unis en 2032. La date, à mon avis, n'est pas un hasard. L'acteur jouant alors son futur moi, alors qu'il donne des interviews sur des moments de sa jeunesse qui structurent chaque épisode. J'en ai vu des sources cristallines 1000 fois moins transparentes que ça. Mais là, on est de retour dans le méga spectacle de claquettes. Au début du mois dernier, dans une interview vidéo diffusée aux médias Fox News, Dwayne Johnson a annoncé qu'il ne soutiendrait pas de candidat à la présidentielle cette année, affirmant qu'il avait réalisé que son soutien à Joe Biden en 2020 avait causé, je le cite, « une somme incroyable de division dans notre pays ». Il a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de se présenter à la présidence parce qu'il devait s'occuper de sa famille, qu'il avait tellement de choses à faire et que de toute façon, mais c'était pas un politicien, le bougre. Bref. Fin du spectacle de claquettes. Je lui donne quelques années avant qu'il nous la joue, homme providentiel appelé par le peuple. Vous l'aurez entendu ici, pas du tout en premier. Surtout que pour quelqu'un de pas politicien, il en a quand même profité pour dire sur Fox News qu'il en avait un petit peu marre des woke et qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait en Amérique du point de vue de la cancel culture. Je le cite. La cancel culture, le wokisme, la division, etc. d'aujourd'hui, ça me dérange vraiment. Dans cet esprit, soit vous succombez et vous êtes ce que les autres veulent que vous soyez, soit vous êtes vous-même et vous êtes réel. Et cela pourrait énerver des gens, mais c'est pas grave. Ouais, les gens, l'élite de la nation. Normalement, les stéroïdes, il me semble que c'est pas dans la tête, mais je peux me tromper. Bref, un long travail de fond du côté de Dwayne Johnson depuis des années, qui joue sur tous les tableaux en se présentant comme centriste et politiquement indépendant, tour à tour en soutenant la campagne 2020 de Joe Biden et en devenant membre du conseil d'administration de TKO Group Holding, la société propriétaire de la World Wrestling Entertainment et de l'Ultimate Fighting Championship, deux organisations très favorables à Donald Trump, même si ces récents discours chez Fox News donne une couleur tout à fait particulière, évidemment, à son centrisme de façade. Bref, les gens, pensez-y du coup la prochaine fois que vous entendrez parler de Red One, un projet qui, en attendant la sortie un jour peut-être du film, normalement en novembre de cette année, nous en dit quand même beaucoup, il me semble, sur l'envers du décor des plateformes de streaming et sur l'envers de celui qui peut-être dans quelques années briguera la Maison Blanche avec ses énormes pecs. Quand je me retourne sur ma vie, tout ce que je vois, c'est le merdier que j'ai créé. Et j'aurai rien le temps de corriger. Je peux faire un seul truc bien, avec le temps qui me reste à vivre. Mais je peux pas y arriver seul. J'y arriverai pas sans toi. Ce pays est corrompu à un point inimaginable. Il faut faire quelque chose. Ce ne sera pas facile. Nous devons être impitoyables. Pour le bien de l'humanité, vous ne serez plus des people de tabloïd. Vous serez des dieux vengeurs. En fait, le protecteur, c'est trop Donald Trump. J'ai pas raison, la team. Ça, c'est ce qu'il va falloir se préparer à réentendre une nouvelle fois dans un mois pour la diffusion de la 4e saison de la série The Boys, dont vous venez de voir les premières images, ou de les entendre si vous suivez l'émission en podcast. The Boys, saison 4, donc nouvelle saison de la désormais célèbre série Amazon Prime, librement inspirée de la série de bande dessinée éponyme de Garth Ennis et Tariq Robertson, par Eric Kripke. Eric Kripke, que vous connaissez peut-être pour avoir créé la très longue série de 15 saisons Supernatural, ou que vous espériez ne pas connaître pour avoir lancé la série Révolution en 2012, qu'on annonçait à l'époque comme le nouveau Lost, et qui effectivement s'est bien perdu au bout de la 2e saison. C'était vraiment pas incroyable. The Boys, donc cette série satirique où l'on suit une équipe de justiciers menée par Billy Butcher, combattant des super-héros abusant de leur pouvoir dans tous les sens du terme, super-héros parmi lesquels se trouve le très instable Homelander, le protecteur, sorte de super
Superman mégalomane et ultra violent, bien décidé à se lancer dans la politique dans cette saison 4. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu les saisons précédentes. Et cette saison 4 devrait, comme celle d'avant, assez logiquement cartonner en termes d'audience. Il faut dire que en présentant une satire des histoires de super-héros, en proposant de l'humour noir et des personnages plus que moralement discutables, en reprenant nombre d'éléments clés du comic book, tout en prenant d'importantes distances avec celui-ci pour répondre aux exigences de l'époque, The Boys a été et est encore une réponse plus qu'efficace à la saturation du marché des super-héros. La série étant rapidement devenue l'une des figures de proue du service Amazon Prime, qui lui a offert une sacrée communication en plus d'un très confortable budget de 10 millions de dollars l'épisode. Mais si cette série The Boys est aussi intéressante à suivre, au-delà de ses qualités intrinsèques, c'est qu'elle interroge aussi constamment, il me semble, le genre même de la satire politique. Si vous suivez comme moi la série depuis le début, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la réception de la saison 3 il y a 2 ans. Des tweets énervés, des subreddits en feu, des reacts YouTube à ne plus savoir qu'en faire. Bon nombre de spectateurs et de spectatrices de la série qui se plaçaient volontiers à droite de l'échiquier politique et plus si affinité découvraient avec stupeur et tremblement que le personnage qu'ils et elles chérissaient tant depuis la première saison et dont ils aimaient multiplier les mêmes chaque semaine, Homelander, était en réalité en partie au moins, une allégorie critique de Donald Trump, du mouvement Make America Great Again, de l'impérialisme américain et de ses dérives fascistes. Oui les gens, oui Homelander, oui, ce super-héros en costume entièrement américain, blond aux yeux bleus, s'associant très littéralement avec des nazis et capable de laisser mourir des centaines de passagers dans un avion en chute libre. Oui, qui l'eût cru, incroyable. Oui les gens, cet Homelander qui dès 2020 paraissait sur des sacs, des costumes et des masques à la marche Million MAGA en soutien de Donald Trump juste après l'élection de Joe Biden. Fallait peut-être pas commencer à la saison 3 les mecs. A fortiori s'il y a bien une chose que The Boys n'est pas et n'a jamais été, c'est bien subtil. Et pour cause, la série en profite pour avancer aussi une critique très frontale du mode de production, de sa capacité à assimiler sa propre contestation ou encore de la théorie du capitalisme du désastre. Cette idée, vous savez que les gouvernements et les institutions puissantes profitent des moments de crise pour davantage libéraliser les réglementations économiques et faire passer en arrière-plan des politiques controversées. Je sais pas, ouais, jamais vu ça, je sais pas pour vous, mais aussi pour critiquer dans une bien moindre mesure que la critique de la droite américaine bien sûr, mais quand même pour critiquer frontalement aussi un pan de la gauche américaine. Le personnage de Victoria Newman, l'une des antagonistes principales de la série et qui a le pouvoir de faire exploser des têtes à distance, étant clairement une référence à Alexandria Ocasio-Cortez, représentante des États-Unis pour le Parti démocrate. Critique qui va se renforcer dans cette saison 4 puisque le personnage va continuer de prendre de l'ampleur, mais aussi parce que selon Eric Kripke, le showrunner, le personnage de Starlight va se retrouver cette fois soutenu par des groupes de militants de gauche pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Parce qu'au fond, les gens, c'est un peu ça aussi le problème, il me semble, de The Boys chez Amazon, en se voulant être un peu satire de tout, où tout le monde peut globalement y trouver son compte, avec des personnages globalement tous et toutes cool et humanisés. Elle en devient un peu satire de rien, en mélangeant tout au point de ne régulièrement plus fonctionner qu'à un niveau esthétique. The Boys met en exergue bon nombre de problèmes que l'on peut retrouver dans ces désormais très présentes satires politiques dans la pop culture, où la critique politique et sociale devient un simple moteur d'humour, au risque de participer à renforcer les préjugés, à désarmer les acteurs politiques menaçants et à généraliser le sentiment d'impuissance de l'électorat en rendant les formes traditionnelles de participation politique moins susceptibles de se produire. Satire qui participe également, il me semble, de réifier certains aspects de la politique, passant d'objets complexes et dynamiques à des choses, des catégories stables et simples, bien sûr immédiatement diffusables en même et résumables à un claquement de doigts à la machine à café, ça c'est certain, mais qui participe aussi de présenter la politique comme quelque chose que l'on observe, que l'on consomme, que l'on commente aussi dans une matinale de pop culture habituellement le vendredi matin, et non comme une chose, comme quelque chose dans lequel on s'engage activement et qu'on met en œuvre, ce qu'est pourtant la politique. Et tout ça d'autant plus si la satire n'est pas perçue comme telle, sinon quoi elle emporte, comme ça a été le cas, d'être lue directement ou superficiellement. Et c'est donc aussi tout ça qu'on le retrouvera dans un petit peu plus d'un mois dans la saison 4 de The Boys, qui s'annonce encore plus politique que jamais. Je vous passe les détails pour éviter le spoil, mais préparez-vous aux articles traitant précisément de ce sujet. Il devrait prochainement en pleuvoir dans tous les sens. Rendez-vous le 13 juin prochain pour en savoir un peu plus les gens, à moins qu'il ne s'agisse au fond d'en savoir un peu moins. Après tout, quand ça tire sur tout, ça tire sur rien.
C'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu aussi parler de la fin de ce grand mystère d'Internet. Vous avez sans doute vu passer l'information, la célèbre chanson Everyone Knows That aux sonorités 13 années 80 et qu'Internet traquait depuis des années pour en trouver l'origine sans succès, a finalement été retrouvée dans un film pour adultes de 1986. L'histoire est vraiment drôle, alors je vous invite à aller écouter l'avant-dernière vidéo de la chaîne Feldup que je vous mets en description pour en savoir plus, même si à 1,4 million de vues la vidéo, la probabilité que vous écoutiez Soft Power sans l'avoir déjà regardé est plutôt faible. Les gens auraient pu aussi revenir sur l'annulation de la condamnation d'Harvey Weinstein, dont l'accusation était à l'origine du déclenchement du mouvement MeToo en 2017. Le 25 avril dernier, la Cour d'appel de l'État de New York a annulé la condamnation de Weinstein pour crime sexuel en 2020, une annulation pour vice de procédure. Je vous passe les détails, mais en gros, la loi de l'État de New York dispose que vous ne pouvez pas utiliser une accusation d'un crime non inculpé comme preuve pour une personne actuellement poursuivie pour un crime différent, ce qui avait pourtant été autorisé lors du procès. Il faut dire que c'était très tentant, puisqu'Harvey Weinstein, c'est pas moins de 80 accusations différentes qui ont été portées contre lui. 80. Bref, une annulation qui évidemment, et à bien juste titre, a été vécue comme une sorte d'affront pour le mouvement MeToo. C'est absurde. Ceci étant, rappelle que le gars continue de purger ses 16 ans de prison pour abus sexuels pour une autre peine, cette fois à Los Angeles, et que le parquet de Manhattan a fait savoir mercredi dernier que cet ancien magnat du cinéma américain allait bien sûr retourner à New York pour y être jugé. Il y a pas mal de juristes qui se sont exprimés sur l'affaire dans des journaux américains et qui ont enchaîné les MeToo eux aussi pour dire qu'ils étaient prêts à condamner le bonhomme. Affaire à suivre. On aurait pu aussi parler de l'IATSE, l'Alliance internationale des employés de scène théâtrale, cette très grande union des travailleurs et des travailleuses qui représentent les techniciens, les artisans, les ouvriers qui travaillent dans l'industrie du divertissement, du cinéma, de la télévision, du théâtre, des parcs à thème et des expositions commerciales. Très grande union, puisqu'elle représente pas moins de 170 000 travailleurs et travailleuses du divertissement. Et précisément, c'est cette alliance qui a repris lundi dernier les négociations avec l'Alliance des producteurs de films et de télévision. Vous vous souvenez, c'était les Homelander de la grève des scénaristes de l'année dernière. Netflix, Disney, Warner Bros, ils y sont tous. Négociations où sont sur la table des demandes d'augmentation de salaire, de paiement résiduel, de cotisations de retraite et de santé, de protection contre l'IA, de conditions de qualité de vie améliorée, d'amélioration de pension de retraite, etc. Objectif, trouver un accord avant le 31 juillet, date de l'expiration de l'actuel accord. Et si l'accord n'est pas trouvé, vous connaissez la suite, ce sont de nouvelles grèves extrêmement massives et peut-être encore plus intenses que les précédentes de l'année dernière qui se profilent à l'horizon. Force à eux et force à elles pour la tenue des rapports de force dans les négociations. On aura pu parler aussi du festival du court-métrage Encounters de Bristol qui, la semaine dernière, a annulé son édition 2024 en raison de problèmes de financement. Je cite le communiqué. Les industries culturelles fonctionnent collectivement dans un climat de plus en plus difficile et Encounters est désormais confronté à une situation indépendante de notre volonté. Et c'est un peu triste les gens, puisqu'Encounters c'est l'un des principaux festivals du court-métrage de l'industrie, que ça aurait été leur 30e édition cette année et que c'est l'une des très nombreuses organisations artistiques britanniques confrontées à des difficultés financières qui s'est révélées ces derniers mois, comme les British Independent Film Awards le mois dernier, notamment après que l'État ait coupé largement dans le financement de la culture du pays. D'autant plus triste que le communiqué laisse fortement planer un doute quant à l'avenir pur et simple de l'événement. Voilà, on aurait pu aussi parler de ces affiches de pin-up de Lara Croft, de Tomb Raider 3 Remaster qui ont été supprimées par inadvertance, nous dit-on. Il y a des joueurs qui ont râlé et les développeurs vont les remettre. Rien. On aurait pu parler du rachat de l'allemand Leonis Studio par le désormais très gros français Media One, mais on en reparlera peut-être une autre fois, alors j'en dis pas plus. On aurait pu aussi parler des jolies premières images de l'animé The Imaginary du studio Ponok à destination de Netflix. Ça a l'air sympa comme tout, comme les premières images qui commencent à dater un petit peu par ailleurs de Look Back réalisé par Kiyotaka Oshiyama chez Durian. Ça a l'air mortel, c'est basé sur le brillant manga du même nom de Tatsuki Fujimoto. Banger déjà annoncé, dont la sortie est fixée au 28 juin prochain. Voilà les gens, entre autres, de quoi on aurait pu parler aussi cette semaine. Mais puisqu'il y a un autre soft power de prévu ce samedi, midi et demi je pense pour le début, je vous propose de passer sans transition aucune aux recommandations de cette semaine. Ok, alors je pense que chaque game designer a ses propres méthodes de début de jeu. Moi c'est vrai que j'ai tendance à partir surtout d'une idée de mécanique que j'aime bien mettre en place ou qui me
play de manière un petit peu arbitraire hein, d'ailleurs souvent. Et j'essaye de broder autour. Donc donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est si jamais par exemple tu n'as pas d'idée précise, c'est de éventuellement piocher des mécaniques de jeu que tu connais et qui te plaisent. Ouais. Et de voir si tu peux les imbriquer ensemble d'une manière pertinente. Donc de faire un mix quoi. Ouais. Ok. Si comme moi, vous avez passé une partie de votre jeunesse à tenter de créer des jeux vidéo sur RPG Maker, alors vous devriez assez bien accrocher à cette nouvelle vidéo de la chaîne L'Univers de Marie qui s'est lancée dans le projet assez simple de créer un jeu vidéo avec celles et ceux qui suivent et suivront ces vidéos. Mais elle le fait d'une bien chouette manière, Elle le fait d'une bien chouette manière puisque cette aventure est découpée en épisodes et que chaque épisode est l'occasion d'inviter un travailleur ou une travailleuse du jeu vidéo qui, après être revenu un peu sur sa carrière et ses motivations, donne son point de vue, ses idées, ses propositions sur le jeu vidéo actuellement en cours de conceptualisation dans l'univers de Marie. Et pour ce deuxième épisode, c'est Martin, game designer chez Ubisoft, qui va venir parler conception d'un jeu vidéo, de son métier, plus précisément de game designer en l'occurrence, de ce qu'il préfère dans son taf, de comment gérer le fait de bosser sur un projet qu'il n'aime pas par exemple, avant de faire des propositions à son tour pour la création du jeu vidéo collaboratif de l'univers de Marie. Vidéo sympa comme tout comme son projet par ailleurs, c'est pourquoi je vous invite à aller jeter un œil dans les recommandations de cette semaine, lien en description. Plan séquence. Pour essayer de comprendre la raison d'apparition de ces films-là, le philosophe Gilles Deleuze a proposé un point charnière de l'histoire du cinéma, une crise de l'image, qu'il nomme la crise de l'image-action dans son ouvrage Cinéma 1, l'image-mouvement. L'objet de cette vidéo n'est pas de faire un cours de philosophie, ni un cours sur l'histoire du cinéma et de ses formes. Je vais essayer d'être à la fois le plus concis et le plus compréhensible possible. La crise de l'image-action arrive... André Tarkovsky, Béla Tarr, Chantal Akerman, Robert Bresson, des noms de réalisateurs et de réalisatrices qui vous évoqueront peut-être, si vous êtes plus cinéphile que moi, l'idée du slow cinéma, ce mouvement de film tout à fait spécifique qui se caractérise par un style minimaliste, observationnel, invitant à la contemplation plutôt qu'à suivre une intrigue narrative plus traditionnelle. Et cette semaine, c'est la chaîne Kino qui travaille précisément à présenter ce mouvement qu'est le slow cinéma au diapason des productions intenses à gros budget qui remplissent aujourd'hui les multiplexes en présentant le genre, notamment par un passage de la vidéo que vous avez pu voir, un peu sport, hein, qui revient sur une partie du travail de Gilles Deleuze au sujet du temps au cinéma. Accrochez-vous, c'est pas évident. Kino tente de comprendre ce qui fait le slow cinéma et ce qui techniquement aussi nous invite à la fois à la patience et à la réflexion, souvent produit d'un ennui volontairement stimulé chez le spectateur ou la spectatrice par ailleurs. Le slow cinéma, c'est sur la chaîne YouTube de Kino que ça se passe. Quad-Tangle ne sera plus disponible après le 14 août 2024. Veuillez consulter notre FAQ ci-dessous pour plus d'informations. Quad-Tangle, c'est terminé. Bien que la rumeur circulait depuis plusieurs mois, l'annonce est une véritable secousse dans le domaine de la lutte contre la désinformation, surtout en cette année électorale. Pour se justifier. Les gens, vous le savez peut-être, cette année, c'est pas moins de 76 pays qui, à travers le monde, vont organiser une élection, amenant plus de la moitié de la population mondiale à voter cette année. Et c'est pile cette année exceptionnelle que le groupe Meta a choisi pour annoncer la suppression de Quad-Tangle, son logiciel d'analyse de désinformation qui, pendant des années, a permis à ses utilisateurs et à ses utilisatrices, parmi lesquels de nombreux médias et de nombreux journalistes, de suivre en temps réel la propagation de fake news et autres manipulations de campagne, suppression qui prendra effet 3 mois avant l'élection présidentielle américaine. Bravo, excellent timing. Et c'est précisément sur cette affaire que revient cette semaine l'excellente chaîne Spleen LLD dans une vidéo au titre édifiant, désinformation, Meta abandonne. Que s'est-il passé? Quelle suite donner à Quad-Tangle? Et comment va se passer par la suite la lutte contre les fake news? Réponse au moins en partie dans cette très chouette vidéo que je vous invite à découvrir via le lien en description. Ah tiens, et pendant qu'on parlait, une autre conférence de Rima Hassan a été annulée. Oh là là, mais je maintiens que c'est pas normal, elle a le droit de s'exprimer et de prendre la parole. Notre constitution garantit la liberté d'expression et même si je ne suis pas d'accord avec ses propos, je considère qu'elle a le droit de les tenir dans le cadre de la démocratie française.
Justice de nouveau. Pour bien finir les recommandations de cette semaine, et puisqu'on parlait il y a quelques instants de satire politique, je vous propose de terminer l'émission en découvrant, si vous ne l'avez pas déjà fait, le Journal des Briques. Le Journal des Briques, c'est cette revue satirique de l'actualité qui, chaque semaine, l'ego à l'appui, s'occupe de l'actualité politique du moment. Et cette semaine n'échappe pas à la règle, puisque dans ce Journal des Briques numéro 14, vont être à tour traités le nouveau livre de Marlène Schiappa, les annulations de conférences ou encore la baisse du taux d'élucidation des crimes et des délits en France. Une recommandation un peu plus frontalement politique que d'habitude, mais que voulez-vous, il y a des Lego, c'est court et c'est beaucoup mieux fait et mieux écrit qu'une émission en 3D dégueulasse à plus de 460 000 €. Bref, Macron soutient les Insoumis, le Journal des Briques 14, c'est sur la chaîne Le Journal des Briques que ça se passe et c'était la dernière recommandation de cette semaine. Voilà, c'est la fin de ce Soft Power. On se retrouve samedi prochain vers midi pour un nouveau numéro de l'émission, sauf problème de dernière minute, vous connaissez. Mais si ça arrive, ce sera une première que d'avoir 2 émissions la même semaine. On s'accroche les gens, on s'accroche. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de ce numéro de Soft Power ou que vous souhaitez réécouter les anciens numéros, vous le savez, vous avez le format audio sur toutes les plateformes de podcast et le format vidéo sur la chaîne YouTube Lex Tutor VOD. Tous les liens sont en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 53e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de tout Green Hill Zone, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve ce samedi et en attendant, vous le savez, prenez soin de vous, regroupez-vous et ciao.